Salut à tous, c'est Ben de Retour d'Expérience, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se refaire un petit analyse et débrief de la nouvelle annonce Sony, le Sony A6700. Alors si vous vous intéressez au matos, notamment aux hybrides photo et vidéo, ça ne vous a pas échappé que Sony a enfin annoncé le successeur de son Sony A6600, le Sony A6700, il y a quelques jours, et je vais vous faire ici une petite synthèse, puisque pour ceux qui ne connaissent pas le concept de ces petites vidéos, je vous fais un résumé synthétique des différentes reviews de différents testeurs américains, français, étrangers, peu importe. Je m'en mate un paquet et je vous fais un condensé de ce qu'il y a à savoir. En description, je vous mets quelques liens des tests des créateurs de contenu pour lesquels j'ai le plus grand respect et qui font un travail sérieux et complet. En l'occurrence, aujourd'hui, pour ce Sony A6700, je me suis basé sur le travail et l'expertise de Damien Bernal, de Benjamin Tanto derrière la caméra, de Gerald London, de Jared Pauline, un petit peu d'Olivier Schmitt, et j'ai regardé encore 2-3 reviews mais pas complètes à l'étranger. Ça m'a permis de me faire une idée assez concrète des avantages et des inconvénients de ce nouveau boîtier Sony. Alors on attaque avec les specs et avec l'ergonomie. Donc Sony a lancé ce Sony A6700, le successeur du Sony A6700 qui a 4 ans. 4 ans, ça commence à faire pas mal de temps. On a un capteur stabilisé rétro-éclairé de 26 millions de pixels. Alors dans les améliorations notables de ce boîtier, il y a l'apparition de cette molette de mode photo, vidéo, SNQ. On a aussi la petite molette de shutter à l'avant qui est réclamée par les utilisateurs depuis tellement longtemps. Je crois que déjà à l'époque du A6300, ça chouinait pas mal parce que ça manquait. Moi-même, quand j'ai fait le test du Sony A6400, je trouvais ça extrêmement pénible. Ça y est, ils l'ont enfin mis. On a un viseur électronique toujours aussi petit et toujours aussi inconfortable. Bon, c'est un boîtier qui se veut utiliser beaucoup avec l'écran. Je pense que sinon Sony aurait fait un effort avec son EVF et là c'est pas le cas. On n'a toujours pas de joystick et ça tout le monde le déplore et ce depuis des années pour un boîtier qui se veut un peu semi-pro, voire même pro. L'absence du joystick c'est un vrai problème et je suis pas convaincu que pourtant c'était un coût si énorme à intégrer dans l'ergonomie du boîtier. Toujours est-il que Sony ne l'a toujours pas mis. Et enfin la dernière grosse nouveauté en termes d'ergonomie, c'est cet écran. Ça y est, on est enfin passé sur un écran sur rotule, un écran tactile avec un tactile qui a priori fonctionne très bien. Par contre il a deux défauts repérés par tout le monde, la définition est particulièrement mauvaise et surtout la luminosité est très mauvaise. Dès qu'il y a un petit peu de soleil vous voyez plus rien et ça tous les testeurs l'ont dit. C'est bien dommage de mettre un écran sur rotule et de baser tout sur l'écran plutôt que l'œilleton quand on n'y met pas la qualité. C'est un peu dommage. En termes d'autonomie, on est sur les mêmes batteries que les Sony Alpha 7, c'est-à-dire les NPFZ 100, qui sont de très bonnes batteries et qui permettent une autonomie largement confortable. J'ai pas vu de données précises en termes d'autonomie. Il me semble qu'on est autour, par exemple si on fait de la vidéo type 4K25, on doit être autour des 2h, 2h20. Donc c'est plutôt confortable et là pour le coup c'est bien joué Sony. Niveau stabilisation, on est sur une stabilisation 5 axes. Sony annonce 5 stops de stabilisation, ce qui reste en dessous de ce que font les concurrents, ce qui reste selon moi toujours pas terrible. Ça fait des années que Sony parle de ses boîtiers stabilisés, mais à vouloir faire des boîtiers extrêmement petits, le capteur n'a pas beaucoup la place de se balader, de se déplacer et du coup de se stabiliser, donc ils peuvent pas tellement pousser. Sony a mis le paquet sur la stabilisation active. D'ailleurs à l'intérieur de ce boîtier, la stabilisation active avec un crop d'à peu près 30% de votre image est disponible, donc il y a un vrai mieux. Mais si vous comptez que sur la stabilisation physique, l'IBIS de votre boîtier, les résultats ne seront pas du tout convaincants. Avec l'active c'est beaucoup mieux, mais attention, on est sur l'active stabilisation et non la dynamique active stabilisation qui est sur le ZVE1. On n'est pas sur la même techno et la dynamique active est bien plus performante. Là, on n'est que sur l'active, donc c'est juste correct. En termes de chauffe, on a un boîtier qui chauffe. Il chauffe un peu quand même. On a pris le même capteur, on a pris le même processeur que la FX30. À la différence, c'est que la FX30 a un système de refroidissement que ne dispose pas le Sony A6700. J'ai pris les chiffres des différents testeurs qui sont assez variés, je dois dire. Il n'y a pas un vrai chiffre à 3 minutes près. Je ne sais pas comment sont faits tous les tests. Toujours est-il qu'à une température de plus ou moins 24-25 degrés Celsius ambiant, on a des températures qui vont en 4K25, ça va de 51 minutes à 3 heures. Donc c'est vraiment très très large. 4K50, entre 55 minutes pour un Damien Bernal face à 1h20 pour un Gerald London. Et en 4K100, on est entre 18 et 27 minutes. Bon, toute proportion gardée, c'est suffisant pour un usage assez standard, assez habituel. Si vous dépassez pas les 30 degrés, si vous êtes dans un usage assez classique, il y a une température ambiante,
et que vous faites pas de la captation super longue, techniquement, vous n'aurez pas de problème de chauffe. Après, dès que vous serez dans des zones un peu moins tempérées, où les températures vont monter, ou alors quand vous allez beaucoup tirer sur votre boîtier, ou si vous ne filmez qu'en 4K 100 images par seconde, là oui, vous allez être embêté. Au niveau de l'autofocus, et ça c'est le gros point que Sony a mis en avant, on a le même système autofocus que la CTR5, on a un couple capteur-processeur qui utilise l'intelligence artificielle et qui permet de tirer le meilleur de votre autofocus avec un système qui est un petit peu prédictif. Ça veut dire que votre autofocus, lorsqu'il va voir une personne, même s'il la voit de côté, voire de dos, il va deviner, il va anticiper où sont les yeux et donc il va faire le focus. Damien Bernal a fait une image notamment avec je crois que c'est une jeune femme, avec un chapeau, avec des lunettes qui est de côté et le boîtier détecte très bien l'œil. On a 759 collimateurs de mémoire qui couvrent 93% du capteur, donc on a quelque chose de très solide. Sony appuie toujours beaucoup sa communication de ses boîtiers sur son autofocus, et ici ça ne démord pas, on a toujours un autofocus qui déchire tant en photo qu'en vidéo, avec plein de modes, les avions, les trains, les oiseaux, bref, je vous mets ça en petite image pour vous montrer, je vais pas tout refaire, mais voilà, on a un autofocus qui fonctionne du feu de Dieu. Damien Bernal met quand même un léger bémol sur la 4K 100 en disant que là, pour le coup, l'autofocus est un peu plus faible, mais c'est assez logique vu le crop qui est appliqué, on va y venir juste après, qui fait que du coup vous avez beaucoup moins de collimateurs et donc un autofocus moins performant. En termes de spec photo, c'est peu ou prou le même que la 6600. À peu de choses près, vous avez la même rafale de 11 images par seconde. Vous avez alors un buffer en JPEG qui a évolué, qui est autour de 1000 images, là où il était beaucoup moins avant. Et vous avez quelque chose comme 59 RAW, ce qui est vraiment petit, ce qui est assez ridicule. Pour le coup, Sony n'a pas du tout, vraiment quasiment pas fait évoluer son boîtier APS-C, son Sony A6700, n'a quasiment pas bougé par rapport au Sony A6600 en photo. Voilà, si vous espériez des améliorations, à part le timelapse, il n'y en aura pas. Et alors en vidéo, parce que c'est là que Sony a mis le paquet en termes d'évolution, le Sony A6600 monté jusqu'à 4K 30 images par seconde, et je crois que c'était en 8 bits, et voilà. Et à l'époque, ils auraient pu mettre de la 4K 60 et ils auraient pris une vraie avance sur tout le monde. Et ils ont fait, comme toujours, un peu de rétention technologique pour ne pas bouffer les autres gammes, pour ne pas cannibaliser leur propre boîtier. Et ils ont attendu 4 ans pour se venir sur A6700, donc du coup, beaucoup de concurrents l'avait rattrapé. Mais ça y est, on a de la 4K 60, on a de la 10 bits en interne, on a de la 4K 120 images par seconde. Voilà, tout ça est disponible en interne dans votre Sony A6700. Maintenant, attention, la 4K 120, qui fait partie des gros arguments de ce boîtier, nécessite un crop de 1,6 sur un capteur APS-C, ce qui, à peu de choses près, vous fait un capteur 1 pouce. En gros, vous avez de la 4K 120 sur un capteur 1 pouce. Ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'autofocus, comme vous avez un énorme crop, vous avez une toute petite partie du capteur qui est utilisée, et donc du coup vous ne disposez pas de tous les collimateurs autofocus disponibles sur le capteur, et donc vous avez un autofocus qui est mathématiquement moins performant. Autre chose, comme on est sur un capteur, du coup une taille de capteur prise en charge qui est beaucoup plus petite, en termes de montée en ISO, en termes de qualité d'image, on en perd un peu. Et enfin, dans les petites features qui ont été rajoutées, vous avez le recadrage dynamique automatique qui était disponible sur les derniers ZV. Donc ça y est, c'est aussi implanté le système de intelligence artificielle où du coup il vous fait un cadre et vous vous déplacez et le cadre bouge avec vous. Ça donne l'impression qu'il y a un cadreur qui vous suit et c'est pas le cas, ça fait un crop dans l'image. Donc ça c'est plutôt chouette de l'avoir mis et de déployer ces technologies-là dans tous les nouveaux boîtiers. Alors une fois qu'on a dit tout ça, quoi penser de ce Sony A6700 ? Il y a peu de temps, avant l'annonce de ce Sony, j'avais eu un rapide échange avec Damien Bernal qui me disait t'attends pas à une grosse surprise. Et effectivement, je suis pas très surpris. D'ailleurs, je crois que personne n'est tellement sur le cul de ce Sony A6700 qui n'innove pas beaucoup, qui n'ajoute pas grand chose. C'est-à-dire que déjà pour les photographes, il n'y a rien de neuf. À part un buffer en JPEG un peu plus élevé, il n'y a rien de neuf. Donc les photographes, n'investissez pas tellement là-dedans, vous ne verrez pas une différence flagrante. Même si pour la vidéo, on peut reconnaître qu'il y a eu quelques avancées, mais selon moi, on est sur des avancées qui sont juste des rattrapages. Donc ok, il y a un autofocus incroyable d'ailleurs. Quand on regarde les vidéos, certains créateurs ne parlent, mais je pense que la moitié de la vidéo, c'est regarder comme l'autofocus est impressionnant. Alors oui, c'est vrai, Sony a un autofocus, c'est sûrement un des meilleurs avec Canon, ils se tirent la bourre tous les deux, mais une fois qu'on a dit ça, il reste quoi? Alors on a un petit boîtier,
qui chauffe modérément, qui fait de la 4K60, de la 4K120, etc. Mais finalement, il apporte pas grand-chose. Et rappelons que ce petit boîtier est à 1700 € nu. Alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Je ne dis pas que ce Sony a6700 est un mauvais boîtier. C'est un bon boîtier. J'adorerais avoir un boîtier comme ça dans mon sac, je trouve que c'est super cool. Je le trouve un petit peu cher, 1700 € pour ce qu'il propose, lorsqu'un Canon R7 est à 1500 € pour quasiment les mêmes specs, alors avec une montée en ISO un petit peu moins bonne et pas de 4K 120, mais ça je vais y revenir juste après. Avec un XS20 qui vient de sortir, qui est également à 1500 balles et qui de la même manière a de la 4K 60, un boîtier avec une super ergonomie, enfin je sais pas trop à quoi joue Sony. J'ai l'impression qu'en fait ils sont pris au piège dans leur système de gamme. Ils ont tellement segmenté leur gamme avec le Alpha One, les Alpha 9, les 7S, les 7R, les 7 classiques, les A6000, les ZVE 1, 10, ZVF, ZV. Et j'ai l'impression qu'à vouloir éviter à tout prix de faire des mises à jour et à vouloir absolument segmenter leur gamme, et ben comme ils veulent pas se cannibaliser et se faire concurrence entre eux, on n'a que des micros avancés à chaque fois qu'il y a un nouveau boîtier. Et en fait, je pense qu'ils vont finir par payer le prix de cette stratégie qui sûrement était très bonne au début, et ils restent campés sur leur truc, et j'ai tendance à penser qu'à un moment donné, ils risquent d'en souffrir, parce qu'aujourd'hui, tous les constructeurs, Canon, Panasonic, Fujifilm, même Nikon, tout le monde se met à faire un max de mise à jour, à essayer de segmenter ses boîtiers un petit peu différemment, quitte à en sortir un petit peu moins, et à en offrir un petit peu plus. Et Sony est pas là-dedans, quoi. En gros, tu veux faire de la haute résolution, tu prends du R. Mais tu veux faire de la super vidéo, il te faut du S. Mais si tu veux un entre-deux, bon bah t'as un A7 IV, mais qui est quand même pas du tout au même niveau. Et si tu veux faire de la photo rapide, il te faut un A9. En même temps, tu veux un Alpha One. En même temps, quand tu vois la 7R5 qui vient de sortir, tu te dis putain, l'Alpha One, finalement, il a plus grand-chose d'intéressant et il coûte 30% de plus. Et en fait, tout ça, je pense que ça paume l'utilisateur et ça rend les boîtiers Sony beaucoup moins accessibles. Il y a encore quelques années, quand on voulait commencer par un boîtier APS-C chez Sony, en gros, on allait sur un A6000 ou un A6100. Boîtier qui n'existe plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si vous voulez faire de la photo, vous pouvez y aller sur un A6400, qui n'est plus vendu aujourd'hui. Donc il faut passer sur un A6600, qui n'est plus vendu aujourd'hui. Donc en gros, soit vous prenez un boîtier beaucoup moins riche en techno, et donc vous prenez un ZVE10, qui n'est pas un mauvais boîtier, mais voilà, pour commencer. Mais dès que vous allez vouloir un petit peu grimper en niveau, il va falloir tout de suite grimper en budget. Très cher. Passer direct à 1700 et à 1700 €. Bah, à 100 balles de plus, vous avez un Canon R8, qui est un plein format, qui a une rafale plus puissante. Enfin, je trouve que grosso modo, Sony joue un drôle de jeu. Et même si je pense que ce Sony a6700 n'est pas un mauvais boîtier, je trouve qu'on est vraiment cher par rapport à ce qui se fait, par rapport à la concurrence, et plus largement en termes de logique commerciale, et je dirais presque de respect des utilisateurs, et ben je trouve qu'on n'y est plus. Je trouve que Sony n'écoute plus. Peut-être parce qu'ils sont pris au piège dans leur propre truc, en faisant des mini-améliorations. Cette 4K 120, moi quand j'ai vu 4K 120, je me suis dit mais super quoi, 4K 120 à 1700 balles. Bah non, parce qu'aujourd'hui vous avez une 4K 120 qui va prendre l'équivalent d'un capteur 1 pouce, donc finalement qu'est-ce que vous avez de plus qu'une GoPro? À part le fait que vous pouvez zoomer si vous avez un téléobjectif. Mais en gros vous avez de la 4K 120 de GoPro, vous avez de la 4K 120 de votre téléphone portable, parce qu'en gros c'est ce que fait votre téléphone portable, à peu de choses près aujourd'hui. Et avec une qualité qui n'est pas forcément là. Si vous n'êtes pas en plein jour avec une super lumière, vous allez perdre en qualité. Des tests que j'ai vus, dès que la luminosité commence à baisser, sur un équivalent de capteur 1 pouce, il n'y a pas de miracle. C'est technologique, quoi. Alors au final, je digresse, mais ce que je critique, c'est pas tellement ce boîtier, même si je le trouve un peu cher. C'est la stratégie de Sony qui commence à atteindre ses limites, et surtout, tout le monde commence à s'en rendre compte. Et je pense que Sony est en train de souffrir de la même maladie que les fabricants de smartphones. Parce qu'il y a quelques années, les smartphones, mais il y avait des innovations tous les ans. Chaque nouveau smartphone avait une innovation extraordinaire. Et depuis quelques années, à part gonfler les chiffres, il n'y a plus rien d'incroyable qui sort. Aujourd'hui, avant on avait un zoom x1, x3, x10, maintenant c'est x200. Avant on faisait, waouh, tu te rends compte, mon téléphone il fait de la 4K, maintenant il fait de la 8K 100. Ok, c'est super sur une fiche de spec, mais dans la réalité, qui l'utilise ? Ça n'a aucun intérêt. Bah, Sony fait pareil. J'ai l'impression qu'il gonfle un peu artificiellement les chiffres pour le marketing, mais qu'il n'y a pas de nouvelles
techno, il n'y a pas de nouvelles améliorations notables. Et je vois des marques comme Canon qui fait de l'aide au filet, qui fait leur système d'autofocus là sur le R3, qui utilise l'œil pour savoir où faire le focus. Enfin, j'ai l'impression que toutes les marques essaient un petit peu de se tirer vers le haut et de trouver un truc un peu particulier qui va les sortir un petit peu du lot. Et puis avec des politiques de prix un petit peu plus agressives, le Canon R8, le Panasonic S5 II, enfin, j'ai l'impression que toutes les marques essaient de faire ça. Nikon s'est dit, bah tiens, nous on va essayer de faire un Z9 moins cher, et on va les mettre à jour à mort, et c'est ce qu'ils font avec le Z8. Enfin, toutes les marques essaient de faire un gros effort, et j'ai l'impression que Sony reste campé sur ses positions, dans son coin. De toute façon, nous on est les meilleurs, on a le meilleur autofocus, et puis c'est tout. Et en fait, je pense que à faire ça, à ne pas mettre à jour, à ne pas vouloir développer de grosses améliorations pour faire de la rétention, je pense qu'à un moment donné, ça va se retourner contre eux. D'ailleurs, je pense que c'est déjà plus ou moins un peu en train de se retourner contre eux. Moi, j'aime beaucoup Sony, je me filme avec un Sony, et je les utilise pour travailler. Mais par exemple, j'arrive pas à comprendre qu'une marque comme Sony, qui depuis 3-4 ans met le paquet sur la vidéo, vraiment ils mettent le paquet sur la vidéo, toutes les innovations technologiques, le ZVE1 sur la 7S III, la 7 IV, enfin l'Alpha One, tous ces appareils, on met le paquet sur la vidéo, et il n'y a toujours pas de waveform, qui est un outil professionnel. On veut faire de la vidéo pro, il n'y a pas de waveform sur les boîtiers Sony. On veut faire des boîtiers professionnels, photo-vidéo, il n'y a pas de joystick sur le Sony A6700. Je ne comprends pas le sens que ça a. Probablement qu'il y a une logique commerciale là-dedans. J'ai pas l'impression que ça porte ses fruits, parce que j'ai l'impression que la critique que je fais là, je l'ai entendue partout, et j'entends même des ambassadeurs Sony dire qu'ils sont paumés dans les gammes et qu'ils commencent à trouver ça compliqué. Donc si même des gens de chez eux commencent à trouver que c'est compliqué, peut-être falloir se poser des questions, Sony. Voilà, désolé pour cette longue digression qui vous a probablement perdu. Vous êtes déjà plus très nombreux, je pense, à regarder cette vidéo jusqu'au bout, mais c'est pas grave. Si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram, mais surtout, en attendant, prenez soin de vous. Salut!